Madame, Monsieur, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle émission. Heureux, mais également très attristé, très affligé par ce qui s'est passé dans notre pays après le terrible séisme qui a touché le centre du Maroc. Je profite de la parole qui m'est donnée pour présenter mes sincères condoléances à toutes les familles endeuillées et souhaiter un prompt rétablissement à toutes les personnes touchées. Et j'en profite également pour encourager, féliciter tous ceux qui, de près ou de loin, essayent d'apporter du réconfort et par leur aide, par leur présence, par le secours qu'ils apportent à toutes ces personnes touchées. Ils sont nombreux, ils se reconnaîtront. Et pour finir, j'invite nos chers téléspectateurs à faire des dons sur le compte 26 créé par l'État pour justement participer à la reconstruction de cette région sinistrée. Cela étant dit, je passe à présent à mon invité. Il s'agit de M. Pascal Drouot, spécialiste français des relations internationales. M. Drouot, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Il est d'usage dans l'émission de présenter notre invité, donc je vais m'atteler à le faire, si vous le permettez. Donc vous avez effectué votre formation à l'université Paris 1, à la Sorbonne, n'est-ce pas? Vous avez un parcours riche dans le domaine industriel en Amérique latine, en Afrique subsaharienne. Vous avez participé au développement de plusieurs secteurs auprès de plusieurs institutions, dont le MEDEF, le patronat français. Dans le domaine politique, vous avez été directeur des relations internationales du RPR, de 1995 à 2002, si je ne m'abuse. Et vous avez été également, vous êtes passé par un cabinet ministériel, n'est-ce pas, entre 2006 et 2007. Vous avez été candidat investi en 2012 et en 2017 pour représenter votre formation politique dans la deuxième circonscription des Français établis en dehors de la France. Et en parallèle à tout cela, vous êtes éditorialiste dans plusieurs revues, vous y faites plusieurs entrevues avec des personnalités de renom européennes, africaines et sud-américaine. Vous êtes intéressé à la question des FARC, n'est-ce pas, en Colombie. Vous avez assisté justement à ce processus et vous avez ainsi édité un livre intitulé FARC, Confession d'un guerriero, publié en février 2018 aux éditions Choiseul, n'est-ce pas? Et vous intervenez dans les médias internationaux pour commenter les événements sociopolitiques majeurs dans les continents africains et sud-américains. Vous avez également un engagement associatif pour créer des ponts entre la France et l'Amérique latine. Et je ne finirai pas sans parler des distinctions que vous avez reçues de plusieurs pays en tant qu'officier de l'ordre, du Salvador, de l'Union des Comores. Je vais tous les citer, le Sénégal, le Nicaragua, la Colombie, le Burkina Faso et enfin la Côte d'Ivoire. Et par ailleurs, vous avez été ou vous êtes encore membre du conseil d'administration de l'Institut des hautes études de l'Amérique latine, n'est-ce pas? Et vous avez été ou vous êtes encore également chercheur associé à l'Institut Choiseul. Voilà, est-ce que j'ai oublié certaines choses? Est-ce que vous voulez mettre l'accent sur un volet particulier, monsieur? Écoutez, d'abord, je vous remercie d'avoir dressé ce portrait. C'est celui, en fait, d'un homme engagé. Mais avant tout, je tiens à m'associer totalement aux paroles que vous avez prononcées en introduction. C'était l'objet de ma première solidarité question, avec tout à fait. Alors justement, est-ce que vous avez un mot particulier à l'endroit du peuple marocain à ce sujet, justement? Allez-y. Mais je suis admiratif du sentiment de fierté nationale qui traverse le peuple marocain dans cette épreuve. Le Maroc connaît ce type de drame. Nous sommes dans une zone où les plaques tectoniques sont très actives. Et moi, je suis vraiment admiratif et frappé par ce sentiment d'unité nationale. Je crois qu'il se joue un moment extrêmement fort pour le Maroc, dans ses frontières, à l'extérieur. Et cette unité, cet élan national de solidarité, cet encadrement des secours, je suis tout à fait admiratif, respectueux et vraiment solidaire. Je vous remercie pour ces mots. Vous avez été dans les affaires en France, n'est-ce pas, pendant la période faste, on va dire, des relations entre le Royaume du Maroc et la République française.
Je ne peux pas ne pas vous poser cette question. Quel regard portez-vous sur, j'allais dire, la débâcle médiatique française, malheureusement, par rapport à la gestion du Maroc de la crise? Les médias français sont en folie en ce moment à l'égard du Maroc. Comment vous expliquez cette débâcle? Je pense que les liens entre la France et le Royaume du Maroc sont inscrits dans notre identité, dans notre histoire, et j'allais presque dire dans notre sang. Donc peut-être que le mieux est l'ennemi du bien. Un élan d'amour, un élan de fraternité peut parfois, en effet, gêner cette volonté nationale d'apporter une réponse en partant de sa propre connaissance du territoire, en connaissant le terrain, en définissant les besoins, en apportant une aide immédiate aux victimes, en évaluant et en définissant, comme a fait Sa Majesté le Roi, un plan d'urgence visant non seulement à apporter un cadre de survie et de vie aux victimes, mais également de prévoir à moyen et long terme, prévoir le relogement, prévoir les nouvelles infrastructures pour pouvoir répondre au défi qui a été posé par le séisme du 8 septembre dernier, peut-être même prévoir un nouveau plan d'aménagement du territoire dans les zones concernées. Donc c'est ça qui a été fixé cette semaine, c'est bien ce que j'ai compris, perçu. À l'extérieur, c'est le cœur qui a parlé avant de comprendre qu'il faut tout d'abord porter une aide immédiate aux victimes, évaluer les dégâts et prévoir déjà la reconstruction. C'est évidemment à travers toute cette phase la place du Maroc dans le monde qui se joue. Pour revenir à cette histoire de réaction française incompréhensible du côté marocain, et j'ai une question sous-jacente à la première. Quel regard portez-vous de manière générale, excusez le terme, du désamour de la France en Afrique? Et je voudrais vous poser la question, quels ont été les éléments clencheurs de ce désamour? Parce que ce que nous voyons là actuellement, dans une certaine presse écrite, en France principalement, parce que les médias audiovisuels, on voit bien l'amour que porte la France au Maroc. Il y a des appels aux dons, il y a des émissions qui sont organisées, ça c'est indéniable, mais quand même il y a une certaine presse qui s'agite, on ne comprend pas pourquoi, et qui pourrait participer également à ce désamour africain. Parlez-nous un peu de ce désamour-là et comment l'atténuer, du moins vis-à-vis du Maroc. Je pense que la problématique, elle est beaucoup plus large que celle-là. Elle illustre tout simplement cette faille, cette plaque tectonique dans laquelle nous sommes aujourd'hui au niveau international. Le monde change, les enjeux et la guerre en Ukraine est un accélérateur de cette évolution où vous avez une montée en puissance de l'identité nationale partout dans le monde. Chacun revendique son identité, chacun revendique une fierté nationale et en même temps, il y a la recherche d'un système alternatif à l'ordre mondial établi, corrigé après la chute du mur de Berlin et après la disparition du système Est-Ouest, mais qui est né après 1945, corrigé les accords Bretton Woods, par exemple, qui sont dans le cœur du sujet du débat géopolitique aujourd'hui. Nous reviendrons peut-être sur le sujet. Donc je crois qu'il y a cette évolution-là. Et ce que vous dites très justement est une illustration de cette évolution mondiale. Moi, je l'interprète comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des repères qui pouvaient paraître naturels pour les uns, je pense côté français, européen et donc occidental, eh bien aujourd'hui, la grille de lecture est modifiée. Parce que le monde a changé et la guerre en Ukraine est véritablement le révélateur
de cette évolution, de cette volonté d'une partie du monde de se recomposer, de rechercher un système dans lequel chacun pourrait être mieux représenté. Et bien évidemment, et c'est ce que je ressens, on s'oriente de plus en plus en fait vers une forme de confrontation. Après tout, le monde, après la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à la chute du mur de Berlin, nous en parlions, était organisé dans un rapport Est-Ouest qui était finalement confortable, qui était dangereux, mais confortable. Moi, j'ai vécu dans les années 80 dans un pays qui était un des points chauds de ce rapport Est-Ouest, le Salvador, en Amérique centrale, où il y avait une guerre civile. Donc j'ai bien vu ce qu'était le conflit, qui est aussi un conflit idéologique. Ceci étant aujourd'hui, donc c'était confortable, chacun avait un rôle dans ce rapport Est-Ouest. Aujourd'hui, nous sommes dans ce monde multilatéral, avec des règles qui ont été fixées en 1945. Et en effet, aujourd'hui, le débat est sur la table. Il y a d'ailleurs le sommet du G77 à Cuba, exactement, qui réunit, on nous dit, des représentants de 134 pays, pays qui vont de la Chine à l'Uruguay, du Népal à certains pays africains. Oui, tout à fait. Justement, monsieur Roux, vous le dites si bien, le monde est en train de changer. Les méthodes de gouvernance évoluent, les populations mondiales accèdent de plus en plus au savoir et à la connaissance, donc à l'éveil, à une certaine conscience. Oui. Les orientations politiques et économiques des gouvernements se doivent de se mettre à niveau pour répondre à ces besoins de ces populations plus éveillées, n'est-ce pas? Les rapports Nord-Sud changent, comme vous venez de dire, des pays émergent, des pays s'émancipent, etc. Alors comment, justement, ces pays occidentaux, ces pays développés, devraient percevoir cette envie, dans la France, cette envie de certains pays d'émerger? Comment est-ce qu'ils doivent évaluer cela et dans quel sens ils devraient aller plutôt? Oui. Alors d'abord, je dirais que cette évolution du monde, le cœur de la problématique, c'est la démographie. Vraiment, je pense, et on le voit bien en Afrique, continent qui d'ici 30 ans va compter 2 milliards d'habitants. La majorité de ces 2 milliards d'habitants aura moins de 25 ans. Il va y avoir une demande énorme en termes déjà de travail, de formation. Sur la sécurité alimentaire de tous ces gens. Exactement. J'ai bien vu l'an dernier l'appel lancé par Macky Sall, le président du Sénégal, qui était président de l'Union africaine et qui a lancé une alerte sur la problématique alimentaire. Donc voilà, donc il y a cette réalité démographique qui change tout, qui change le mode de gouvernance, le temps, la notion du temps, la notion de l'urgence, la notion de besoin et bien évidemment l'équilibre mondial tel qu'il a pu être perçu par les uns et par les autres. Quand je dis les uns et les autres, parce que vous avez fait référence avec justesse à ce qui a pu être une architecture du monde qui a évolué entre pays développés en voie de développement, nord, sud, etc. Comme si on avait le sentiment qu'il fallait absolument cataloguer chacun dans une catégorie pour pouvoir concevoir le monde. Aujourd'hui, en effet, parce que le numérique a tout changé, parce que la révolution numérique a changé le rapport à la hiérarchie, le rapport au temps, le rapport à la vie, tout simplement, le rapport à l'information, à son rapport à l'intérêt général, je dirais, nous sommes en effet aujourd'hui dans un temps nouveau qui annonce le monde de demain. Ceci étant, il y a une réalité économique. Les BRICS essaient de s'organiser avec pour autant des divergences. Je veux dire, l'intérêt de la Chine et de l'Inde ne sont pas forcément les mêmes. L'Inde recherche un multi-alignement. La Chine essaie d'être un nouveau leader dans le monde. Donc là, je crois qu'il va y avoir des éléments de débat, pour ne pas dire de confrontation, à l'intérieur même de ce groupe. Que va faire Lula, qui essaie de prendre le leadership du continent latino-américain? Bref, il y a là aussi des questions qui sont posées, mais on sent bien que chacun essaie de concevoir le monde de demain avec pour autant une architecture qui reste intangible. Alors justement,
vous êtes en train de nous dire, le G20 existe depuis 1999. Les BRIC ont vu le jour en 2009, il n'y avait pas encore l'Afrique du Sud. En 2010, l'Afrique du Sud s'est rajoutée à ce groupement. Et ces mêmes pays étaient déjà au G20. Donc, est-ce que ça veut dire que le G20 n'a pas fonctionné et que les BRICS également pourraient ne pas fonctionner à terme? Et c'est pour cette raison-là, justement, qu'ils se sont ouverts, parce qu'ils voient que leur influence économique est en chute. Est-ce que c'est cela que vous venez de dire? Non, ce que je pense, c'est qu'à l'intérieur, d'abord, qu'il y ait des initiatives visant à créer une unité dans la diversité. C'est d'ailleurs le principe du fédéralisme. Tout ça, c'est bienvenu. Ceci étant, aujourd'hui, l'économie semble prévaloir sur des conceptions qui peuvent être, on va dire, de valeur ou d'ordre politique du monde. Et c'est pourquoi les intérêts économiques, la vision du monde de la Chine ou de l'Inde n'est pas la même. Il y a des divergences entre deux pôles majeurs, deux pays extrêmement importants en Asie et dans le monde, par exemple. Donc, où sont les éléments de convergence quels sont les objectifs, par exemple, des BRICS? Quelle est cette vision du monde à long terme posée sur des principes qui sont appelés à régir l'intérêt global, des valeurs, une vision, un cap. Et je crois que c'est là qu'il faut vraiment travailler. C'est ce, en tout cas, sur quoi avait été bâti le monde au lendemain de 1945. Sauf que le monde, depuis 1945, il a évolué, il s'est transformé. Il s'est transformé parce que, d'abord, les indépendances sont intervenues, que l'on est passé d'un certain nombre de pays à près de 193 aujourd'hui. Bon, chacun a une conception de son identité et de sa projection, au moins dans la région dans laquelle il appartient. Et d'autres peuvent avoir une vision globale. Donc, quels sont les points de convergence? Alors même que le numérique bouleverse tout cela, alors même que l'économie évolue, alors même que la guerre en Ukraine repositionne aujourd'hui cet ordre international, avec une projection d'ailleurs, et la France, puisque vous m'avez interrogé sur sa présence notamment en Afrique de l'Ouest et centrale et dans la région du Sahel, la France voit bien que le conflit géographique en Ukraine a bien évidemment des conséquences politiques à la périphérie de l'Ukraine. Je m'explique. Le Sahel, c'est la périphérie de l'Ukraine, mais c'est le front immédiat pour la France. Quand vous parliez tout à l'heure du désamour, moi je voudrais distinguer plusieurs choses. Je crois que les liens entre l'Afrique de l'Ouest et centrale, parce que lorsqu'on parle de l'Afrique, on parle de 54 États. Mais la France a un lien qui répond à la géographie, qui répond à l'histoire, qui répond au sang, qui répond à une symbolique, qui répond à une culture partagée, qui fait qu'il y a des liens et qu'il y a des liens humains, bien évidemment, des intérêts économiques, une part de destin en commun qui a rassemblé l'Afrique de l'Ouest centrale et, avec la France, une partie de l'Europe. Simplement, j'ai utilisé le mot de symbolique parce que je crois que les peuples sont proches par la géographie, par les échanges humains. Vous avez fait part tout à l'heure de cet élan de solidarité qu'il y a eu en France, qui vient de la société française et qui continue, et qui vient aussi de la part de la communauté marocaine établie en France, mais du peuple français aussi. Tout cela montre combien les liens sont ancrés, combien il y a une part de l'esprit, du sang qui sont en partage. Je dis bien du sang. Moi, je sais, et je sais bien que Mohamed V est compagnon de la libération. Pour moi, ça a du sens. Ça veut dire quelque chose. Qui se rappelle aujourd'hui de cela? Le compagnon de la libération, ce sont ceux qui se sont levés au risque de leur vie, en mettant leur vie
en danger contre le régime nazi à un temps dans les années 40. Mohamed V est compagnon de la libération, qui est un ordre établi par le général de Gaulle à l'époque pour distinguer tous ceux qui se sont rangés sous le camp de la liberté en prenant des risques pour leur propre vie. Bon, tout ça, ça fait partie de notre histoire et je dirais presque de notre identité. Aujourd'hui, il y a une situation politique dans les régions du Sahel, à travers, nous le voyons bien, des coups d'État, qui peuvent servir dans une approche géopolitique. Je m'explique. Le Sahel est évidemment, d'abord, le Sahel, c'est une région qui est essentielle, forcément en Afrique, mais en Europe. Essentielle sous l'angle de la sécurité, sous l'angle migratoire, puisque c'est aussi une actualité. Nous le voyons après le drame libyen et ce qui se passe en ce moment même à Lampedusa, exactement. Et donc il y a une charge politique. Mais ce qui a fait le plus du lien en partage, c'est qu'il existe aussi une charge intellectuelle, une langue en partage, la volonté de saisir une perception des choses, une perception de la vie à travers cette richesse culturelle. C'est aussi un des sujets d'actualité actuellement. Bref, sauf que la problématique de gouvernance, une dérive au fil des années, a conduit à ces changements brutaux de régime. Nous l'avons vu au Mali, au Burkina Faso, en Guinée. Nous le voyons depuis le mois de juillet au Niger, qui est un pays extrêmement important. Nous l'avons vu également au Tchad et je pense aussi au Soudan. Et lorsque vous avez cette carte dans votre esprit, vous voyez bien qu'il y a un arc de tension, un arc nouveau qui court de la Guinée jusqu'au Soudan. Et je dis bien un arc de tension qui vise là aussi à transformer en prenant prétexte d'une symbolique. Alors je vais revenir, si vous permettez, sur ces arcs ou ces foyers de tension, mais je voudrais revenir sur les BRICS. Ce changement de paradigme de l'économie mondiale, passez-moi l'expression, ces conglomérats économiques qu'on voit émerger par période. Et on a appris dernièrement, lors de la dernière réunion des BRICS, l'acceptation de 6 pays. Et quand on voit les noms de certains pays, on se pose la question sur les critères de sélection qu'adoptent ces pays. Je vois l'Iran, par exemple, qui est accepté, vu sa position à l'échelle internationale, vu ses problèmes par rapport aux droits de l'homme, et j'en passe, son économie qui est un peu à la suite des sanctions américaines et qui à la traîne, etc. Ma question est la suivante. Comment est-ce qu'on est arrivé à choisir ces 6 pays-là pour intégrer l'OI, sachant que certains, sur le papier, ne devraient pas accéder à ces groupements? Je rappelle au passage la même chose, c'est-à-dire ces conglomérats sont en train de s'ouvrir. Le G20 vient d'accepter aussi l'Union africaine parmi ces groupes. Donc comment est-ce qu'on arrive à décider de l'éligibilité des pays, et notamment au sein du BRICS? Ouais. Alors, moi je ne suis pas à l'intérieur du mode opératoire des BRICS, mais vous mettez l'accent sur justement le sujet central de cette approche alternative du monde. Est-ce que nous sommes dans une logique économique qui vise à répondre aux défis de croissance, de justice, de développement qui sont annoncés notamment en raison d'une croissance démographique extrêmement importante, avec 80% de la population mondiale qui vit à 100 km des espaces maritimes, donc concentration en plus. Donc là aussi, il y a des déséquilibres en termes de protection de l'environnement, en termes de consommation, etc. Est-ce que nous sommes donc dans une approche économique
dont le but est de répondre aux défis de la croissance mondiale, d'une juste répartition de cette croissance, ou est-ce qu'il y a dans cette approche qui a porté la création des BRICS, qui a porté les BRICS pendant toutes ces années 2000-2010, ou est-ce qu'aujourd'hui il y a une dose d'idéologie avec la volonté de construire un monde alternatif qui s'opposerait à un ordre ancien, donc forcément plus adapté, donc mauvais, que serait celui que l'on enferme dans occidental. C'est la question qui se pose. Et vous la posez justement avec précision en prenant l'exemple, en l'occurrence, de l'Iran. Je rappelle que jusqu'à présent, quand nous parlions, bien sûr que toute chose n'est pas parfaite, mais quand nous parlons d'ordre international, il y a des principes, par exemple, puisque vous parlez de l'Iran, toute une architecture, tout un système pour contrôler, par exemple, la prolifération nucléaire. La prolifération nucléaire, le principe même, c'est en fait d'introduire le concept de dissuasion, on le voit entre l'Inde et le Pakistan, la dissuasion qui est un principe de sécurité et qui appelle au non-usage de ce type d'armes. La prolifération, ça introduit le risque du danger, d'une utilisation qui n'est plus, qui devient irrationnelle et qui devient dangereuse pour tous. Donc cet encadrement, il a été au cœur d'une organisation qui perdure à travers des institutions, nous en avons parlé, qui ont été établies après la Seconde Guerre mondiale, mais qui avaient un sens organisationnel pour inscrire dans le temps l'organisation mondiale. Aujourd'hui, il y a ces croisements idéologiques qui posent questionnement, en effet, et on sent bien cette tension, on sent bien l'émergence de nouveaux blocs. Moi, je suis frappé par le fait que la semaine prochaine, à Washington, le président américain Biden va rencontrer une nouvelle fois le président ukrainien et, par ailleurs, le président russe, Vladimir Poutine, est en train de recevoir le leader nord-coréen Kim Jong-un en Sibérie, avec clairement une dimension sécuritaire dans les débats bilatéraux. Donc j'ai l'impression que se mettent en place de nouveaux blocs antagonistes, mais derrière, l'architecture économique n'est pas posée. Et lorsqu'il y a des groupes, en l'occurrence, on parle des BRICS et des BRICS élargis, aujourd'hui, on peut parler du G77 à Cuba, on voit bien que la diversité prend quand même le pas sur des éléments d'unité, et cette unité qui se veut, en tout cas dans la rhétorique, au service de tous et au service de la justice. Et on sent bien qu'il y a là encore un découplage entre des intentions et les moyens visant à arriver à une organisation alternative. Justement, on a l'impression, sur la base de ce que vous nous dites, M. Rose, que ces conglomérats économiques, c'est une tendance depuis la fin de la guerre, à partir de 1945, il y a eu énormément de conglomérats, le G7, le G20, les BRICS, le G77, qui se réunit en ce moment à Cuba et qui a connu la présence du secrétaire général de l'ONU, qui a fait un discours. C'est dire l'importance de cette réunion. Bien sûr. Il y a aussi l'APEC, l'Asia Pacific Economic Cooperation, où il y a 21 membres. Il y a l'ASEAN, l'Association of Southeast Asian Nations, où il y a 10 membres. Et le Maroc vient de se voir accorder le statut de partenaire de dialogue sectoriel. Est-ce que la tendance est vers ces conglomérats et on a intérêt, en Afrique aussi, à réfléchir de cette manière-là pour une meilleure répartition des richesses et pour affronter les défis de l'humanité? Ouais, je pense que il y a plusieurs étapes
dans tous ces processus. Avoir conscience de son identité. Avoir conscience de ce qu'est le pays dans ses frontières nationales. Déjà, c'est extrêmement important. Cela signifie fixer un plan national qui puisse couvrir tous les champs avec la priorité, évidemment, le bien-être. Et on voit bien que aujourd'hui, cette problématique-là, elle est vraiment posée dans certains pays où il peut y avoir le mythe de l'unité nationale, le mythe de la frontière, je pense notamment à certains pays dans le Sahel, et pour autant l'impossibilité pour l'État de répondre aux défis posés par la population. Donc, savoir où l'on est dans sa réalité géographique, dans son identité de peuple, ou de différents peuples, mais dans son identité nationale. Le Mali est composé de plusieurs centaines de groupes ethniques, mais dans une réalité nationale d'un pays qui s'appelle le Mali. Bon. Donc comment concilier cette diversité dans une unité nationale? C'est une problématique. Et bien évidemment, pouvoir participer d'une logique régionale, pouvoir participer de la construction régionale avec toujours ces défis économiques, sociaux, technologiques, répondre aux défis de demain. Les défis de demain dans le monde, c'est l'intelligence artificielle, c'est le changement climatique, la transformation économique, comment accompagner les populations dans cette transformation qui va annoncer une nouvelle consommation, qui va bouleverser ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est déjà en cours. Donc c'est tout ça qui se joue et nous voyons bien aujourd'hui que nous sommes dans une forme de fractionnement du monde, où chacun essaie de revendiquer ce qu'il a, ce qu'il est, mais pour autant dans des lignes qui annoncent des blocs divergents, des axes. On parlait aujourd'hui et hier, après la visite de Kim Jong-un en Russie, d'un nouvel axe du mal qui passerait par la Biélorussie, la Russie et la Corée du Nord, en opposition à d'autres alliances. Je faisais référence à l'accueil du président ukrainien à Washington la semaine prochaine. Bref, on a l'impression que le monde ne peut se construire qu'en opposition, que dans l'antagonisme. Et en tout cas, aujourd'hui, nous sommes dans cette fragmentation. Donc attention à ne pas perdre pour autant le cap de l'intérêt général. Exact. Et j'ai envie de citer le rapport de l'OMC qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Et dans ce rapport, l'OMC encourage bien évidemment le commerce mondial pour l'amélioration des niveaux de vie, pour la création de meilleurs emplois, on pourrait en parler, et pour la promotion du développement durable. Et justement, cet appel a été aussi repris par le secrétaire général des Nations Unies lors de son discours à la réunion des G77. Alors, quand on parle de développement durable, on parle des objectifs de développement durable. À votre avis, où on sent ces objectifs de développement durable à l'échelle internationale? Quand on parle de développement durable, on parle aussi d'énergie verte, nouvelle, etc. Et cela nous amène à l'économie bas carbone. Alors, où en sont les objectifs de développement durable et où en est l'économie mondiale par rapport à l'économie bas carbone? Alors, on voit bien, alors c'est évidemment la priorité aujourd'hui, la transformation de l'économie. Mais attention là encore à ne pas paraître trop éloigné de la réalité de la population. Plus de 8 milliards d'habitants dans le monde aujourd'hui, les 3/4 de la population mondiale qui ont des difficultés à pouvoir se nourrir, à vivre avec un toit permanent, dans la santé, avec un cadre de formation. Nous ne sommes absolument pas dans ce schéma-là. Et ce sont ça les éléments de développement durable, avec pour autant
un mouvement mondial qui évolue parce que le changement climatique, qui appelle en effet à une transformation des économies. Or, est-ce que tous les pays peuvent suivre ce rythme, peuvent répondre à ces priorités? Je pense par exemple à Haïti, dans les Caraïbes, pays francophone, un pays qui a un foisonnement culturel extraordinaire et qui pour autant aujourd'hui a un État failli où la capitale, Port-au-Prince, est contrôlée par des groupes armés. La réalité au quotidien, elle est totalement éloignée de ces objectifs globaux qui paraissent de toute façon totalement irréalisables, inatteignables. Donc c'est ça aussi la diversité du monde. Donc je dirais la problématique, c'est comment ajuster des priorités qui sont, parce que la réalité géographique, parce que la réalité de l'unité planétaire en partage, et pour autant dans un monde où tout le monde n'est évidemment pas au même rythme. Ça veut dire que d'ici 2030, parce que c'est l'objectif des objectifs de développement durable, d'ici 2030, tous les pays ne seront pas au même niveau de la réalisation de ces objectifs. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Je ne sais pas, mais si je pense à la Somalie, la priorité de la Somalie, elle est aujourd'hui ailleurs, alors même que l'on souhaite à tous de parvenir à ces objectifs. Enfin, 2030, c'est dans 7 ans. Certains pays dans le monde sont aujourd'hui, leur priorité, c'est pour certaines populations la survie. En même temps, l'Éthiopie, qui est en guerre, elle fait une croissance de 4 et quelques. C'est incroyable quand même. Donc il faut garder espoir que d'ici 2030, évidemment, et peut-être un peu plus, tous les pays arriveront à se développer. Alors, je me permets d'aborder plusieurs sujets avec vous, parce que dans votre carrière, vous avez approché plusieurs sujets. Là, je voudrais parler du mix énergétique dans le monde et au Maroc en particulier. C'est un problème majeur pour tous les pays, voire un casse-tête pour tous les pays. Le Maroc a fait le choix dès les années 2000 des énergies renouvelables, n'est-ce pas, non polluantes, et il compte d'ici 2025 passer à 52% en capacité installée. Et dernièrement, nous avons lu dans la presse que le Maroc reprendrait la production de l'uranium. L'uranium qui est la matière première de l'énergie nucléaire. Alors pensez-vous, Monsieur Dodo, qu'il serait opportun au Maroc d'installer des centrales nucléaires pour des besoins spécifiques? Je pense notamment à l'alimentation des stations de dessalement qui sont prévues dans le royaume. Écoutez, il ne me revient pas de dire ce qui est bon ou pas. En tant qu'expert en la matière. Mais pas de... Oui. Non, mais bien évidemment, l'énergie est un des aspects au cœur de tout. C'est l'énergie qui permet, qui accompagne la mobilité. Et le Maroc, pour le coup, est exemplaire. On le voit en matière de développement des transports, des technologies de transport. Je vois bien le train à grande vitesse, le tramway dans les grandes villes. Bref, il y a une exemplarité technologique qui est alimentée par cette ambition énergétique. Les sources, la priorité, c'est une production qui soit désormais non polluante. Il est évident que l'énergie nucléaire et la production d'une énergie nucléaire civile répond à ces principes-là. Aujourd'hui, nous voyons bien qu'il y a notamment en Europe et pour le coup en France une volonté de développer à nouveau ce type d'énergie. À un certain moment, il était question d'arrêter, mais après le Covid, la décision a été prise pour continuer sur le nucléaire. Justement. Mais bien sûr, mais parce que justement, vous venez de rappeler, là aussi, des temps qui transforment la vision, qui transforment les priorités. La pandémie de la Covid, personne ne s'y attendait en 2019. C'est un bouleversement. C'est un bouleversement. Ça a été un bouleversement du monde dans le rapport au travail, dans la façon de travailler, dans une priorité stratégique fixée par les pays. Le Maroc, comme d'autres, ont encadré un soutien aux entreprises, aux populations,
pour faire face à cette baisse d'activité de travail et d'adaptation du travail. Qui parlait de télétravail il y a encore 3 ans. Aujourd'hui, c'est presque le principe de base, même si les entreprises commencent à se dire que ce serait bien de revenir à du physique. On commence même à penser aux semaines de travail de 4 jours, payés 5, n'est-ce pas? Donc mais bien sûr. Ça, c'est une conséquence immédiate de la Covid. Oui, mais c'est très important, parce que tout cela rentre dans la vie au quotidien, dans la société, et comme ça perdure, eh bien, il y a une acceptation, une adaptation qui peut devenir le principe même, en l'occurrence, de la base du travail. Mais quand on parle de travail, quand on se rappelle, durant le XXe siècle, il n'y a pas si longtemps, des combats politiques qui ont généré des guerres, des conflits qui ont conduit à une violence extrêmement forte, sur la perception du concept du travail. Karl Marx, par exemple, et notamment. Aujourd'hui, nous sommes dans une toute autre organisation. Et il a fallu s'adapter très très vite. La Covid, ce sont 2 années, 24 mois, qui ont exigé que chacun puisse répondre aux défis qui ont été posés par pratiquement une paralysie, en l'occurrence de la mobilité. Chacun, pendant un temps donné, dans le monde, a été bloqué pour pouvoir endiguer et stopper la progression d'un virus, avec donc une nouvelle conception de ce qu'est le mode du travail, le rapport à l'autre, etc. Bon, donc on voit bien qu'il est possible de poser des fractures qui transforment le monde. Et on voit bien aujourd'hui, après la Covid, que l'Ukraine et ses conséquences sur le commerce international, ses conséquences en termes de rapports, d'équilibre, de rapports de force entre pays, obligent bien évidemment à prévoir, à prévenir le pire. Parce que nous venons de traverser des chocs qui nous paraissaient inimaginables, qui étaient des sujets pour des films de science-fiction et qui ont été réels et qui ont pu être pendant un certain moment perçus comme le pire qui puisse nous arriver. Donc, que le Maroc envisage, réfléchisse en effet à différentes sources, en l'occurrence d'énergie, qui supposent une production, qui supposent une transmission, le transport d'énergie, qui suppose donc de concevoir aussi et de l'intégrer dans un aménagement du territoire. Mais c'est bien. Et heureusement que chacun essaie sur des sujets stratégiques qui portent sur la puissance. L'énergie, c'est un élément de puissance régionale, de puissance dans le monde et de souveraineté, bien évidemment. Donc que le Maroc, en l'occurrence, vous m'interrogez sur le Royaume du Maroc, mais et d'autres pays réfléchissent à cette forme d'indépendance qui est également fournie par la production d'énergie, ben c'est bien, c'est bienvenu. Après, chacun verra ce qu'il est possible de faire. Alors, un autre aspect, on en a parlé, vous en avez parlé, M. Drouot, du développement dans le monde, du développement économique et l'intelligence économique. Oui. L'intelligence artificielle, pardon. L'intelligence artificielle avec ses technologies afférentes, etc. Et là, effectivement, il y a une problématique. La problématique, c'est la différence de moyens pour justement investir dans la recherche et développement. Alors, ne voyez-vous pas ici, là aussi, justement une problématique qui va, j'allais dire, rendre les relations encore plus difficiles entre le Nord et le Sud? Oui, mais ce sont ça les véritables enjeux. Et cette problématique, moi, je la traduis dans un autre terme, qui est le terme de fracture. Le monde, il est traversé de temps qui constituent autant de fractures, qui mettent en exergue les problématiques de développement, les problématiques d'accès à l'information, d'accès à la technologie, d'accès finalement à une forme d'indépendance et de liberté. Aujourd'hui, je crois vraiment que l'intelligence artificielle, c'est un point de rupture, de fracture dans le monde. Il y a ceux qui
sont déjà engagés dans cette réalité technologique, dans cette réalité de rapport de force, et il y a ceux qui ne peuvent pas, parce que la problématique de la technologie, l'accès aux brevets, etc. Le véritable rapport de force aujourd'hui, pour le monde de demain, il se joue là. Et il se joue dans cette production, dans les brevets, et on voit bien que la rivalité qui est notamment engagée entre les États-Unis et la Chine, elle porte sur ces questions-là. Il y a des pays aujourd'hui qui sont déjà projetés dans l'espace, la problématique de l'espace, d'une forme de conquête de l'espace. Mars est parfaitement accessible aujourd'hui pour l'homme. Et je suis sûr que l'on réfléchit déjà à l'étape d'après, notamment l'infiniment grand, mais l'infiniment petit, avec tout ce que ça ouvre de positif au niveau de la santé, des moyens de chirurgie, de moyens de libération du temps pour l'homme par des moyens robotiques, par exemple. Donc ça, c'est une réalité pour certains pays. Et la puissance, elle se joue déjà là. Et cette réalité-là, elle est évidemment totalement inaccessible pour d'autres. Donc la vraie fracture, aujourd'hui, elle est là. Est-ce que, M. Ruault, là, si on pense régulation, est-ce que la régulation pourrait justement atténuer cette disparité qui existe déjà? Et quand je parle de régulation, ça veut dire que mettre des règles de développement pour justement qu'il n'y ait pas ce développement effréné et pour que des personnes ne soient pas laissées pour compte. Oui, oui. Je ne crois pas que ça se joue vraiment sur ce terrain-là. La régulation, on le voit aujourd'hui avec le numérique et tout ce que ça a ouvert en termes d'information, d'accès à l'information. Nous avons accès finalement à tout. Et nous voyons bien d'ailleurs que cet accès à tout oblige à avoir une architecture de l'esprit. Il faut pouvoir absorber l'information, il faut pouvoir chercher dans une masse une information qui soit exploitable. C'est la même chose pour l'intelligence artificielle. La régulation, elle tient à éviter les excès dans l'usage, les excès dans la production. Mais elle n'est pas là pour brimer l'imagination, brimer la recherche. Elle est là. Quand je parlais de régulation, je pensais à la création d'une entité supranationale, n'est-ce pas, comme l'organisation qui gère l'Internet, l'ICANN. Je pensais à une organisation qui est indépendante des gouvernements et qui réunit les communautés, qui décide justement du futur et qui partage la connaissance pour que tout le monde évolue de la même manière. C'est comme ça que l'Internet a été maintenu, bien sûr, malgré l'envie des uns et des autres de créer leur propre Internet. Oui, donc oui, bien évidemment. De toute façon, il va falloir qu'il y ait ce type de structure. Mais ne soyons pas naïfs, il y a les pays qui ont accès et qui sont eux-mêmes créateurs de cette technologie et ceux qui n'y ont pas accès. Comme il y a eu une fracture numérique, comme il y a eu une fracture sociale, comme il y a une fracture démographique, il y a véritablement la mise en place d'une fracture portant sur l'intelligence artificielle, qui est pour autant, je dirais, l'architecture, le squelette du monde de demain. Monsieur Ruault, on a parlé de tous ces aspects pour le développement humain, pour le partage des richesses, etc. Mais tout cela n'aura un sens que si le monde reste stable. On a parlé des foyers de tension, etc. Alors pensez-vous, Monsieur Ruault, que le conflit en Ukraine pourrait entraîner, c'est une question naïve, à entraîner une troisième guerre mondiale? Est-ce que, vous avez parlé de cette réunion dernièrement entre les présidents russes et nord-coréens, est-ce qu'on n'est pas en train de voir émerger un conflit de plus grande taille? Alors, si on conçoit le concept de troisième guerre mondiale sur ce que nous avons malheureusement déjà vécu dans le monde, la troisième suppose qu'il y a une deuxième guerre mondiale et une première guerre mondiale, avec des fronts établis, intangibles,
notamment en 14-18 sur les frontières est de la France, avec des temps géographiquement bien fixés. Verdun, par exemple, en 14-18. Si on est sur ce schéma-là, le pire peut toujours arriver, mais je ne crois pas que ça soit la définition de ce qu'est la Troisième Guerre mondiale. Nous sommes rentrés d'ores et déjà, de toute façon, dans un temps non seulement de tension, mais de conflit. Le conflit, il se fait au quotidien, sur le numérique. Des États sont attaqués tous les jours, des institutions, des entreprises, des multinationales. Tous les jours, il y a un front de guerre sur le numérique. Je pense que c'est déjà ça, la réalité d'un conflit qui est multiforme aujourd'hui. Il a une forme géographique bien ancrée, l'Est de l'Ukraine, avec un front, une confrontation, on va dire, classique, conventionnelle, entre deux armées, des soldats, des équipements. Ça, c'est une première dimension. Mais il y a également un conflit, toujours dans cet ordre géographique, à la périphérie de cette zone géographique. Je pense à ce qui se passe actuellement dans le Sahel et au fait qu'il y a un bouleversement de ce qui a été connu ces dernières années avec une attaque en règle contre la France et la possibilité d'arriver de nouveaux partenaires également en termes de sécurité. Je pense à la Russie, peut-être demain la Chine. Mais il y a d'autres fronts. Les fronts, comme je disais, ils sont numériques. La guerre, elle se fait sur des problématiques de l'intelligence artificielle. Elle se fait sur l'espace. Donc, que se passe-t-il en termes de prolifération nucléaire? Ce sont ça, les éléments, les germes de ce qui est un conflit d'un nouveau type, multiforme, mais dans lequel nous sommes déjà. Et je dirais, la Covid, puisque vous avez fait allusion à la pandémie, mais la Covid a été une forme d'ouverture au bouleversement du monde. La Covid, elle a, dans sa cruauté, montré les éléments de force, les puissances qui peuvent répondre aux défis sanitaires, mais derrière, à l'encadrement social, à l'impulsion économique qui a été générée par cette pandémie, mais ça a été le premier temps d'une transformation qui est aujourd'hui accélérée par le conflit en Ukraine. Donc, plutôt que de Troisième Guerre mondiale, je pense que nous sommes vraiment rentrés dans un temps nouveau. Pour le moment, nous sommes dans cette recherche de points d'équilibre. Nous n'y sommes absolument pas. Nous sommes à la fois confrontés à la réalité d'une organisation internationale institutionnelle, l'Organisation des Nations Unies, vous avez fait allusion les institutions de Bretton Woods, le FMI, etc. Et en même temps, cette volonté, ce foisonnement, cette fragmentation, cette recherche d'un système qui puisse contrebalancer dans une approche idéologique une organisation qui est aujourd'hui considérée par certains comme un élément de coercition, comme un élément d'injustice mondiale. Donc, redonner du sens, c'est aussi un des aspects de ce que vous appelez une Troisième Guerre mondiale. Redonner du sens, et du sens en partage, c'est un des défis du temps que nous vivons tous aujourd'hui, de cette transformation d'un monde qui est à la recherche d'un nouvel ordre, d'un nouveau système organisationnel. Je crois que c'est ça la réalité d'aujourd'hui. Très bien. Monsieur Roux, je ne voulais pas manquer de mentionner le dernier article du Financial Times, je ne sais pas si vous l'avez lu, sur le Maroc, où il est dit que le Maroc est un havre de paix et qu'il faut l'aider, qu'il faut le maintenir, qu'il faut le développer parce que son salut, sa stabilité, son développement servent les pays occidentaux. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse et quel regard portez-vous finalement sur le développement du Maroc de manière générale? Oui, il est même dit dans cet article que, en fait,
le Maroc est un élément de sécurité notamment pour l'Occident. Et c'est ça le cœur de cet article qui met en fait en exergue le rôle stratégique de ce pays, le Royaume du Maroc, qui est à la croisée de cultures entre l'Europe, l'Afrique, qui est arrivé à parler et à échanger avec le Moyen-Orient, qui est un allié des États-Unis et avec lequel est ouvert donc, le continent américain. Bref, un rôle, un positionnement géographique qui fait de ce pays un point stratégique en effet, avec cette conscience qui est le creuset de culture, une culture ancrée dans la réalité du Maroc, une marocanité qui est source d'identité, mais également une intégration de principes occidentaux, de principes africains, une connaissance du Moyen-Orient et l'ouverture vers l'Asie, qui fait du Maroc en effet une porte d'entrée, puisque c'est ce qui est aussi indiqué, vers l'Afrique. Et c'est bien pourquoi le Royaume, durant toutes ces dernières années, s'est tellement investi sur le continent africain, pour être aussi un élément, un partenaire au service de la paix, du développement, parce que c'était ça les principes, et donc des principes qui sont des piliers d'une souveraineté qui est affirmée aujourd'hui, d'ailleurs dans l'épreuve qui est connue et vécue depuis le 8 septembre dernier. Très bien, Monsieur Leroux. On arrive à la fin de cette émission et il est d'usage de laisser le dernier mot à notre invité. Monsieur Leroux, vous avez la caméra en face de vous. Quel sera vos derniers mots? Je vous remercie. Moi, comme je vous le disais, je pense que le Royaume du Maroc, qui aujourd'hui répond dans l'unité nationale aux défis posés par le tremblement de terre du 8 septembre dernier, illustre bien ce vers quoi nous devons tendre aujourd'hui dans un monde placé sous tension, un monde qui est à la fois à l'heure d'une confrontation, fragmentation, mais qui est aussi à la recherche de sens. Et le Royaume du Maroc fait partie de ces pays qui donnent du sens, qui ont une architecture extrêmement bien ancrée, qui donnent du sens parce qu'ils sont raccrochés à la fois à l'histoire, à ce qui fait des traditions, mais tournés vers l'avenir, vers la modernité. Et c'est évidemment ça le cœur du défi posé à nous tous en ce XXIe siècle. Monsieur Pascal Roux, je vous remercie Merci. Pour cet échange. Je rappelle que vous êtes expert international en matière de relations, expert en matière de relations internationales. Madame, monsieur, je vous remercie pour votre attention et je me permets de vous rappeler le compte 126. Vous avez certainement dû voir défiler le RIB et l'IBAN du compte 126. Je vous demande vivement de participer à la reconstruction de la région centre qui a été touchée par ce terrible séisme. Je vous remercie pour votre engagement et vous donne rendez-vous à une prochaine émission. Au revoir.